Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Carlos Gomes. Carlos Gomes, cofondateur et CEO du groupe Cosmobilis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. On va voir en quoi vous êtes un décideur engagé, Carlos Gomes. Mais le principe de l'émission, avant de parler de Cosmobilis, vous qui voulez révolutionner l'usage de la voiture de demain, on va parler de vous d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes cofondateur, déjà vous avez créé ce groupe Cosmobilis? Est-ce que la voiture, c'est votre passion? Je ne sais pas si c'est ma passion, mais en tout cas, j'ai baigné depuis toujours, parce que j'ai commencé dans l'automobile en 88, dans les constructeurs. Donc j'ai fait une vie dans 3 constructeurs, dans 3 continents. Dans presque tous les métiers de l'automobile, parce que j'ai fait de la vente, du marketing, ensuite de l'industrie. J'étais patron de Fiat en France, de groupe Fiat en France dans les années 2010, 2000. Et puis après, j'étais chez PSA pendant les 12 dernières années de ma carrière, où notamment j'étais patron de l'Amérique latine, où en fait je dirigeais l'ensemble du groupe, l'ensemble des marques, l'ensemble des pays, l'ensemble des usines, l'ensemble de la R&D. Donc ça c'était très sympathique. Vous connaissez tous les échelons, tous les secteurs je connais. De l'automobile. On ne connaît pas tout dans l'automobile, c'est ça qui est génial en fait, parce que l'automobile c'est un la métier. preuve, il y a encore d'autres concepts à inventer bien pour sûr. demain. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie le matin? Vous vous réveillez et vous dites quoi? Est-ce que vous vous imposez des challenges, des défis? Est-ce que vous avez des devises dans la vie pour avancer? Écoutez, je ne me suis jamais posé cette question. En fait, j'ai l'énorme privilège d'avoir toujours aimé ce que je fais. Cette industrie est magnifique. Les gens qui vivent sont magnifiques. Les challenges sont magnifiques. La compétitivité est extrême. Et les voitures, les objets, je les adore aussi. Donc en fait, quand vous adorez le produit et en fait l'industrie en soi aussi, donc vous n'avez pas le temps de vous rendre malheureux en fait. Voilà, donc j'aurais dû faire autre chose, non? Et puis moi, en tout cas particulièrement, j'aime beaucoup construire des équipes. Et donc en fait c'est un vrai plaisir aussi de voir les équipes grandir, de travailler avec elles. Donc je me lève aussi pour elles. Donc à la fois l'industrie, le secteur, les équipes, les gens ont fait que j'ai passé 35 ans de ma vie à travailler sans vraiment mettre un chiffre, sans me remettre en question là-dessous. Et vous avez créé il y a 3 ans Cosmobilis. Quel est le concept finalement de Cosmobilis? Nous sommes un groupe qui s'adresse en fait aux consommateurs pour essayer de rendre l'automobilité plus simple. Donc jusqu'à présent, en fait, bien sûr, il y a des automobiles, depuis toujours, il y a des voitures qui appartiennent qui appartenaient à des particuliers. D'ailleurs, avant, on achetait une voiture en cash, non? On allait avec des billets. J'en ai vendu encore. Il y a longtemps. Pas si longtemps que ça, et encore, on en a vu des exemples comme ça. Et tout ça, ça a évolué, puisque les gens maintenant ont d'autres besoins. Puisque aussi la mobilité est devenue plus chère. Voilà, il y a d'autres contraintes. Et donc, en fait, les gens ont d'autres besoins. Et donc, surtout, la voiture devient électrique. Aussi, mais ce n'est pas en fait un changement majeur par rapport au consommateur. Vous voyez, le consommateur, lui, il a une voiture électrique ou pas électrique. L'électrique a un certain nombre de contraintes ou d'avantages, et puis la thermique a d'autres types de contraintes et d'autres avantages. Ce qui est important, c'est qu'en fait, nous adressons aux consommateurs pour leur donner, dès le permis de conduire, puisqu'on a une société qui s'appelle En Voiture Simone, où les gens peuvent passer le permis de conduire. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1 million de personnes qui téléchargent notre application. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment aujourd'hui, nous sommes la 2e plateforme de ce type de formation en France. Et puis nous avons ensuite des sociétés qui délivrent les besoins d'automobilité en vendant des voitures, en louant des voitures. Tout le panel en tout cas. Tout le panel, de 1 jour jusqu'à 3 ans. Au plus. Voilà, et renouvelable après. Renouvelable, l'après-vente aussi, les services d'entretien, tout est compris en fait dans notre écosystème qui se vaut le plus large possible et répondant au mieux aux besoins des clients.
Alors, pour vous, Cosmobilis répond à un marché en pleine mutation. Est-ce que le marché de l'automobile est en mutation, selon vous? Ou est-ce que finalement le consommateur est attaché à avoir sa propre voiture encore? C'est encore ancré dans les usages. Alors, il n'y a pas un consommateur. Vous le savez bien, ça. Il n'y a pas un consommateur. On peut tirer des statistiques, il y a des choses qu'on peut regarder dans les chiffres, mais il n'y a pas un consommateur. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution. Cette dynamique fait que nous avons récemment construit un baromètre de la mobilité. Une étude sur le comportement des consommateurs qui s'appelle vraiment le baromètre Cosmobilis, ce qui a été fait avec l'Obsoco. Et on voit bien que, les gens dédient encore une part importante à la voiture parce qu'ils en ont besoin. Pour une grande partie, déjà. Deux, cependant, les gens observent que la mobilité est plus chère et donc, du coup, elles sont prêtes à accepter d'autres types de consommation automobile. Et donc ça, nous plaçons là-dedans pour pouvoir observer et répondre à cette problématique. Certains continueront à acheter des voitures, vous voyez, comme auparavant. D'autres commenceront à les louer de façon différente. D'autres les partageront et ainsi on aura un écosystème qui va être beaucoup plus large et beaucoup plus éclectique que ne l'était auparavant. Donc, le but, c'est de rencontrer l'équation économique au milieu de tout ça. Et en perpétuelle évolution. En perpétuelle évolution. Est-ce que c'est une façon aussi d'être plus vertueux dans l'offre automobile, quand on sait que ça reste quand même un facteur polluant d'avoir une voiture thermique en tout cas. Est-ce que c'est une façon d'aller graduellement vers la voiture électrique? Comment est-ce que vous envisagez justement cette transition? Oui, parce qu'en fait, vous voyez, les consommateurs, en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui, ils disent ne pas encore tout à fait comprendre la voiture électrique. Ils disent parce qu'ils ne la comprennent pas encore, parce qu'elle comporte aussi un certain nombre de problématiques, notamment à l'usage, notamment au chargement. Vous voyez, vous pouvez rester quelques heures en attente d'un chargement. Et en fait, le fait de les louer dans une durée qui est moins importante que celle qui était l'habitude, parce qu'avant, en fait, il y avait pratiquement que 36 mois, 48 mois. Donc, les louer dans des temps en partie différents permet aux gens, en fait, de rentrer dans la voiture électrique, de la tester, de l'essayer, de perdre peur à cette voiture. Donc, je dirais que oui, par ce biais, en fait, vous rendez finalement l'électromobilité plus simple. Vous avez travaillé chez Fiat, chez PSA. Que pensez-vous de la production automobile en France qui a atteint son plus bas niveau depuis 1960, alors qu'il y a de plus en plus de conducteurs? Comment est-ce que vous expliquez ça? Écoutez, la concurrence extérieure, le fait de délocaliser cette industrie. Il y a plein de choses là-dedans, mais globalement, en fait, on est dans le marché français, c'est un marché plutôt de segment B, A, B et C, donc plutôt petites et moyennes voitures. Et là-dedans, la compétitivité est extrême. Et les coûts globaux de faire une voiture comme ça sont complexes. Et donc, la volonté politique n'y était pas. Et puis, les entreprises, elles sont délocalisées, en sachant aussi que les fournisseurs, notamment low cost, ils sont positionnés dans des pays, ils sont positionnés dans d'autres pays. Et en fait, quand vous faites une usine, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'usine et les fournisseurs à côté. Et tout ça, ça devient moins cher. Donc, les gens veulent aussi payer moins cher. Et donc, à la fin, on retrouve effectivement une production qui est moins importante qu'auparavant. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut changer. Ça peut changer, puisque le marché automobile européen reste important. Mais il faut une volonté politique, évidemment, pour attirer les Alors, les Chinois disent qu'il faut un alignement. Oui, il faut s'aligner. C'est-à-dire il faut que tout le monde rament dans la même direction. C'est comme dans l'aviron. Donc, si vous avez des gens qui rament vers l'avant et d'autres vers le côté, vers l'arrière, c'est difficile. Donc, il faut aligner, puisque l'industrie est complexe, exige des investissements importants. Et ces investissements ne peuvent être faits que dans un scénario d'alignement parfait et total. Pour accompagner la voiture de demain, l'usage, parce que ce n'est pas la voiture de demain, c'est l'usage de la voiture de demain, tout va passer par la digitalisation finalement. L'intelligence artificielle a un rôle à jouer aussi ou pas? Oui, alors non, je veux dire, tout ne va pas passer par les applications parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé justement quelques business models en fait liés que à la plateforme et ils ont échoué. Puisque en fait, la voiture, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la voiture, c'est un objet métallique, physique,
imposant, qui a besoin de traitement. Il a besoin qu'on s'en occupe. Et donc, vous ne pouvez pas juste dire « je consomme de la mobilité au travers d'une application qui est dans mon smartphone ». Parce que si vous faites que ça ne marche pas, puisque vous devez aller chercher la voiture quelque part. Si vous la voulez chez vous, elle est plus chère, elle est payée, elle doit être à un point donné, elle doit être propre, elle doit être sûre. Puisqu'en fait, il faut d'abord traiter la sécurité des gens. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui font que c'est un sujet à la fois financier et logistique, pour que en fait, cette nouvelle mobilité puisse être de fait réelle et puisse convenir aux gens. Oui, parce que vous promettez de trouver une voiture en 3 minutes. Vous disiez 3 minutes pour 3 jours ou 3 ans ou plus. Comment on fait pour trouver une voiture en 3 minutes? Nous avons par exemple dans notre écosystème, nous avons à peu près 10 000 voitures en permanence, puisque nous sommes le plus gros distributeur français. Nous avons aussi des plateformes multimarques qui ne sont pas liées aux marques données. Et donc on a un choix et une capacité à que les personnes puissent choisir une voiture et ensuite décider quel type d'utilisation ils le veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment la prendre pour eux pendant 3 ans ou est-ce qu'ils le veulent pour 6 mois? Donc ça c'est le choix du consommateur. Et important aussi l'autopartage. Vous voulez promouvoir l'autopartage? Alors, c'est compliqué ou pas? Nous, on n'est pas dans ce créneau-là. Donc, ça fait partie, je dirais, de la grande boule de l'automobilité, de l'évolution. Mais l'autopartage, c'est encore un autre sujet, puisque, vous voyez, quand vous partagez une voiture, si vous êtes particulier, il faut que l'assurance s'en occupe. Donc, assurer la voiture d'un particulier qui partage sa voiture à quelqu'un d'autre, c'est déjà un sujet en soi-même. Oui, bien donc sûr. là, il y a plein de questions. Vous ne la partie assurance Aussi, bien sûr. Et donc, l'autopartage, c'est un sujet, pour l'instant, où on n'est pas rentré pleinement, parce qu'on a d'autres filières à aborder. On travaille un petit peu avec notre société Oucar, qui est une société de location courte durée. On permet aux particuliers, s'ils le veulent, de laisser leur voiture en agence, et ensuite on la loue nous, et on redistribue les revenus aux particuliers. Pour vous, est-ce que l'avenir des marques de mobilité est tout aussi importante que les marques d'automobiles traditionnelles? Bonne question. Voilà. Oui. C'est l'avenir. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est l'avenir, vous voyez. Il faut rester humble dans ce secteur qui a maintenant 141, parce que la première voiture a été inventée à la fin du 19e siècle. La vérité, c'est que effectivement, on voit que les nouvelles générations accordent une place moins importante, ou en tout cas, ils regardent la voiture différemment, et il est fort probable qu'une marque d'automobilité puisse être aussi forte qu'une marque d'automobile d'ici 20 ou 30 ans. C'est probable, mais bon, donc en fait, nous, on y parie. On va passer aux questions choisies que vous avez choisies en matière d'assises de la parité, les assises de la parité hommes-femmes, bien évidemment, sous le patronage de l'IWF, c'est l'International Women's Forum, et c'est juste après le jingle. La question des assises de la parité que vous avez choisies, est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples concrets d'actions ou d'initiatives que vous ou votre organisation avez prises justement en matière de parité et de diversité au sein de votre entreprise? Alors, je commencerai pour donner un petit contexte. Dans notre industrie, et je donne juste un chiffre, par exemple, dans la filière moteur et mécanique, il n'y a que 1,5% de femmes. Oui, c'est bien ça le donc problème. ça, c'est le contexte. Donc, le contexte, aujourd'hui, chez Cosmobilis, il y a 19% de femmes, donc on est bien au-delà de ce chiffre. Et la mécanique, ça reste encore très masculin. Très masculin. Et donc, on n'a pas rien. Donc, en fait, c'est se former. Donc, c'est tout un process. Bien sûr, les entreprises peuvent essayer de changer les choses, mais ça prend du temps. Et donc, ce que nous avons fait déjà, dans notre secteur, et ce n'est pas la norme, nous avons décidé de nous préparer déjà au RSE. Donc, cette année, on a déjà fait notre premier essai à blanc sur le RSE. Et on a choisi 2 critères. Le premier, bien évidemment, c'est la réduction des gaz à effet de serre, parce que ça, de toute façon, on est dans l'industrie. Même si nous, on n'est responsable que de 1% de nos émissions. Le reste, c'est les utilisateurs et des fabricants pour 19%. Et nous avons choisi comme deuxième critère, effectivement, la parité, puisqu'on s'est donné un objectif d'arriver à 25%. Et donc d'augmenter de 6 points. Alors, je vais peut-être aller un petit peu différemment de ce que vous attendez. Alors, moi, j'attends rien, c'est vous qui... Voilà. Non, mais pour vous dire qu'en fait, nous, on n'a pas posé
de mécanique rigide sur le sujet. Ce matin, il y a eu plusieurs femmes de groupes qui ont été engagées dans les discussions de la parité et du forum. Quand on a décidé, en fait, par exemple, on a acheté Mercedes à Bruxelles, qu'on a décidé, en fait, de la louer à quelqu'un, un manager, on ne s'est pas posé la question si c'était à une femme qu'on devait la poser. On a juste dit, c'est qui le plus préparé pour coacher cette plaque à l'international. Et donc, en fait, on a choisi une femme qui est devenue aujourd'hui notre manager avec la plaque la plus importante dans l'entreprise. Et ainsi de suite. Donc, on a plein d'exemples comme ça. Et je trouve ça bien. On arrive à parvenir à une certaine parité si on ne se fixe pas l'objectif de dire il nous faut quand même. Il faut que ça soit authentique. Il faut que ça soit authentique. Et pas au détriment des qualités et des qualifications. Non, parce qu'en fait, vous voyez, si vous essayez, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est une route qui est pas bonne, en fait. Juste, en fait, respecter des standards, parce qu'en fait, vous pouvez ensuite conduire votre entreprise à l'échec. Parce que le talent et la réussite sont la première norme. Peu importe si c'est un homme, peu importe si c'est une femme, c'est les mieux préparés. Ce qu'il nous faut, c'est emborder plus de femmes. Et ça se fait aussi par le fait que vous donnez à un moment donné, effectivement, de l'opportunité à une femme. Donc, l'égalité d'opportunité, j'y crois. Et c'est ça qu'on essaie de faire. De les faire grandir au sein de l'entreprise aussi, c'est sûr. Aussi. Et alors on constate que quand on a une femme, son comité est plus paritaire. Peut-être qu'elle bataille plus dans un contexte où il y a moins de femmes pour trouver justement les femmes qui vont l'accompagner. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, en fait, on est en train de travailler sur ces sujets à tous les instants. En matière d'RSE, quelles sont les actions justement qui sont initiées au sein de votre organisation et dont vous êtes le plus fier ? Écoutez, on a tout changé d'un point de vue de consommation d'énergie, par exemple, alors avec beaucoup d'avance par rapport à nos confrères. Et donc ça va être important, puisqu'en fait, ça participe... nous, on n'a que 1% des émissions sur lesquelles on est responsable. Alors, 80%, c'est les utilisateurs. Donc, on peut toujours peut-être essayer de faire de la pédagogie d'utilisation, même si aujourd'hui, les logiciels de voiture vous apprennent aussi à ça. Les voitures ont beaucoup... comment conduire, etc. Comment conduire. Mais peut-être inciter à prendre des véhicules électriques, est-ce que ça fait partie de la politique ? Ça fait partie aujourd'hui du système, en fait. Vous voyez, croyez bien qu'aujourd'hui, tout le monde s'y emploie pour que les gens conduisent des voitures électriques, mais c'est pas simple de convaincre les gens. Vous voyez, aujourd'hui, nos vendeurs sont formés. Aujourd'hui, la plupart des voitures qui sont exposées sont des voitures électriques. Aujourd'hui, la plupart des voitures en stock sont des voitures électriques, mais elles restent encore plus chères que les autres. Elles ont quelques contraintes encore, même si les choses ont beaucoup changé. Et donc, en fait, c'est une bataille une bataille entre guillemets, une bataille que doit se faire tous les jours, à tous les instants, auprès des consommateurs. Mais bon, les choses avancent. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous cette fois qui allez poser une question ou interpeller en tout cas nos hommes politiques sur une problématique qui vous tient à cœur et c'est juste après le jingle. Question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, Carlos Gomes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques français aujourd'hui dans ce secteur de l'automobile, de l'usage de l'automobile en tout cas? Vous avez 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Moi, je constate que le plaisir et le bonheur, plus la confiance, ce sont les éléments déterminants de la réussite d'un projet entrepreneurial. Et quand on regarde, moi je vais sortir un petit peu de mon secteur, mais quand on regarde un petit peu l'Europe aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est la confiance, c'est le plaisir. Et ce que je constate, c'est que le KPI le plus important, qui est le taux de natalité, n'y est pas. Dans tous les pays européens, moi je suis portugais, donc c'est aussi très calamiteux au Portugal, mais c'est aussi en France, c'est aussi en Espagne, c'est aussi en Italie. Et donc moi, la question que j'ai envie de poser, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça à court terme? La question de la natalité, important pour vous, pour quelle raison? Parce que sans personne, il n'y a pas d'avenir. Parce que sans personne, il n'y a pas de mobilité. Parce que sans personne, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'avenir dans notre monde. Donc, il y a moins de main-d'œuvre, en tout cas, pour les entreprises. Mais voilà, mais ce n'est pas ça que je pensais. Je pensais d'abord à cette question vraiment structurelle de nos sociétés. Absolument. C'est une question qui est laissée de côté, selon vous, en Europe, en tout cas. Je pense, parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est laissé de côté, mais en tout cas, le taux de natalité qui baisse,
c'est la résultante d'une confiance qui n'y est pas. D'une confiance et d'une morosité aussi. D'une morosité qui n'y est pas. Donc en fait, voilà, donc les gens, s'ils étaient contents du pouvoir d'achat. Et s'ils avaient plaisir, elles feraient plus d'enfants, ça c'est clair. Absolument. Merci beaucoup en tout cas Carlos Gomes d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité et vous pouvez nous revoir évidemment sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.